On vous propose le 101e épisode des Technos et exceptionnellement, cet épisode a été enregistré le mardi 29 novembre. Et voilà, ils ont pété les 100 numéros, maintenant ils commencent à faire déjà n'importe quoi, et ils ne respectent plus les horaires, etc. On est désolé, ce sera donc un numéro un tout petit peu plus ramassé, un petit peu plus court, parce que du coup il y a moins de news explorées durant cette semaine. On se rattrapera bien entendu au 102e numéro, n'ayez crainte, et l'équipe est toujours bien présente et fidèle au poste, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez en vidéo sur YouTube. Il y a à côté de moi Xavier, et de l'autre côté, très très loin au Luxembourg, nous avons notre ami Bruno qui est également présent. On a eu pas mal de retours positifs pour la plupart, en tout cas concernant notre 100e épisode. Il y a aussi quelques hors-série. On va d'ailleurs commencer avec le courrier des auditeurs, Xavier, si tu le veux bien. Il y a eu pas mal de petites questions qui ont surgi par rapport à ce dont Marc parlait. Effectivement, au-delà des messages sympathiques qu'on a eus pour la 100e, il y a eu plusieurs réactions, notamment de Jean Bamary, qui nous demande de quel logiciel parlait Marc dans le numéro 100 pour gérer ses e-books sur Synology. Alors tout le monde n'a pas bien compris quand il a dit Big Bug Stream, en fait c'est BIC, donc B-I-C, BUC. B-U-C Stream S-T-R-I-I-M. Oui. On met le lien, on va mettre le lien sur le site. Ça, c'est le logiciel. Et alors, il m'a posé la question de quel NAS Synology je recommanderais s'il voulait s'acheter un NAS 2B. Et en fait, la meilleure réponse, je pense, c'est d'aller sur le site où il y a un outil de comparateur, un comparateur qui permet de mettre les spécificités dont on a besoin. Et c'est ça qui va vous permettre... Ça, c'est bien foutu d'ailleurs. Il suffit de cocher comme tous les comparateurs. Et puis exactement, voilà, donc j'ai mis un lien pour la version desktop avec 2B, mais il y en a pour les 4B, etc. Ce genre de lien, vous les retrouvez évidemment en regard de la vidéo sur YouTube, mais également, je tiens à vous le signaler, sur notre site, lestechno.be. C'est là que vous retrouvez d'ailleurs toutes les sources d'informations dont on vous parle. Tous les liens se retrouvent là, donc si vous êtes perdu quelque part, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et en même temps, ça sert également d'archive. Si vous vous souvenez pas de quelque chose, vous pouvez également retrouver ça dans nos archives. Voilà. Oui. Alors un autre point, c'est on nous a demandé, et là c'est peut-être Marc qui pourra en parler. Je pense qu'il fait ça un petit peu. Il nous a demandé, toujours Jean Bamary, de parler de la musique assistée sur ordinateur. Oui, ça c'est un projet qu'on a. Oui. C'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment abordé, et je pense que Marc est peut-être le plus à même d'en parler. On en a parlé entre nous. Ça se fera dans le courant de l'année 2017, parce que là, on est un peu à la fin de l'année 2016 et ce sera certainement dans le cadre des hors-séries. Ouais. Voilà. Et alors, on a eu une réaction de Patrick, en fait. Patrick Nellet, donc notre chroniqueur également, sur le site Facebook, sur la page Facebook, qui a réagi par rapport à mon article sur le Poison Tap, donc ce fameux hack qui permet de pirater un ordinateur, un Mac, un Windows, peu importe, même s'il est loqué. Oui. Par son port USB. Par le port USB, donc via un Raspberry. On vous renvoie au numéro 100, parce qu'il y avait de l'actu dans le numéro 100 aussi. Et donc, une des solutions, en fait, puisqu'il n'y en a pas réellement actuellement, à part d'encrypter vraiment au niveau le plus bas, ce serait de mettre un espèce de cadenas USB que Patrick nous a trouvé. On vous met un lien pour l'avoir sur Amazon. Ça s'appelle l'Indy 40452. En gros, c'est une espèce de clé USB qui permet de fixer de bloquer les ports USB avec des petits composants qui vont des petits blocs à l'intérieur. S'enlever qu'avec cette fameuse clé. Donc c'est une solution effectivement, et j'ai entendu évidemment une autre solution qui serait simplement d'utiliser des machines virtuelles sur lesquelles on met ces applications critiques et qui elles ne sont pas accessibles spécialement via le port USB, puisqu'on peut désactiver les ports USB d'une machine virtuelle. On en profite pour saluer Patrick qui n'était pas des nôtres pour le 100e épisode, parce qu'on le voit un petit peu moins. Il est essentiellement là pour tout ce qui est domotique. Je vous renvoie aux différents épisodes, enfin aux différents hors-séries plus précisément, concernant la domotique. C'est lui qui les avait initiés, et on aura certainement encore l'occasion de le revoir sur ce sujet-là, et d'autres sujets également, puisqu'il intervient de temps à autre, rarement c'est vrai, sur des épisodes. On le salue au passage. Je pense qu'on a
fait le tour du courrier des auditeurs. Il reste plein de questions qui ont été posées, sur lesquelles certains, Marc entre autres, a répondu, Sébastien aussi, toi également. N'hésitez pas, continuez à nous poser vos questions. On essaye d'y répondre dans les meilleurs délais en général, que ce soit sur Facebook, sur le site lestechno.be ou on regarde des vidéos sur YouTube. On essaye toujours de répondre à tout le monde et dans les meilleurs délais. C'est pas toujours facile, faut le reconnaître parce qu'on est tous très occupés, mais on essaye et sinon on répond comme vous venez de l'entendre en début d'épisode. On peut y aller, on peut entamer l'actualité de la semaine. Comme chaque fois, on vous le dit, on vous le répète, c'est un petit peu notre revue de presse high-tech de cette très courte semaine du coup, puisque nous enregistrons mardi. Mais il y a quand même des choses à dire. On commence avec la lettre A, si vous le voulez bien. A comme Amazon, et c'est Bruno qui va s'y coller pour nous parler d'une vente un peu particulière, celle de Echo, l'enceinte Echo, c'est de celle dont il s'agit, je crois. Oui, on en a déjà parlé, donc l'enceinte Echo d'Amazon. Oui. Ils n'aiment pas communiquer des chiffres de vente, Amazon, c'est clair, mais selon une étude, ils auraient vendu à peu près 5 millions de ces enceintes-là, surtout aux États-Unis, parce que l'enceinte n'est pas vraiment encore disponible dans nos contrées, surtout pas en Belgique, ni en France, ni en Luxembourg d'ailleurs. Elle est disponible sur réservation, enfin sur invitation en Angleterre et en Allemagne. D'ailleurs, voilà, moi j'ai demandé une petite invitation sur Amazon Allemagne, mais j'ai pas encore eu le droit d'acheter l'Echo. Ça viendra. Ils veulent pas mon argent, donc c'est comme ça. Voilà. Donc c'est l'Institut de recherche Consumer Intelligence Research Partners, le CIRP, qui a publié cette annonce-là. Donc bon, ils sont assez connus pour avoir une fiabilité de chiffres, donc c'est pas mal, 5 millions d'unités. Sur le coup, Amazon va en fait lancer une nouvelle version de l'Echo avec du haut de gamme, avec un écran tactile 7 pouces prévu pour le premier quart de l'année 2017. Donc il y aura de l'évolution. Donc la gamme inclut déjà un petit haut-parleur qui était le premier, l'Amazon Echo, et puis vous avez l'Amazon Echo Dot, c'est la même chose mais en tout petit, qui intègre juste les fonctionnalités de contrôle vocal. D'accord. Et là, donc ils veulent aller dans le plus grand pour concurrencer un petit peu toutes ces enceintes connectées qu'on a aussi dans nos maisons. Voilà, ils se battent sur beaucoup de domaines en ce moment. Ils attaquent Netflix, ils attaquent Sonos et autres. Est-ce que le fait que Echo ne soit pas disponible sous nos latitudes pour l'instant, c'est pas plus lié, non pas à un aspect purement commercial, mais lié aussi à l'aspect technologique de Echo, qui est quand même contraignant, il me semble? Oui, il y a peut-être l'aspect de la langue. Après, pourquoi est-ce qu'ils le lancent pas à grande pompe en Angleterre alors que c'est l'anglais quand même? Oui. Bon, l'accent british est différent de l'accent américain, c'est clair. Mais après, ils le lancent en Allemagne alors que oui, l'allemand est quand même une langue parlée dans d'autres pays. Oui. Et moi, j'ai un petit coup de gueule à lancer par rapport à Amazon, qui déjà pour le Luxembourg, petit pays, ils nous donnent pas mais la Belgique non plus, vous avez pas d'Amazon. Il y a un Amazon.be, on n'a pas d'Amazon.be. Non, on passe par la France en général. Voilà, et nous on passe en général par l'Amazon, Amazon.de, donc l'Allemagne. Mais pourquoi pas ouvrir un peu tout ça et créer des sites nationaux dignes de ce nom. On est quand même, surtout la Belgique, quand même assez grand pour pouvoir faire vivre je pense que c'est lié à la logistique également. Je pense qu'ils ont des sites nationaux à partir du moment où ils ont des entrepôts qui sont physiquement implantés, je serais tenté de dire. Et en Belgique ou au Luxembourg, c'est peut-être des marchés trop petits et justement à proximité de grands marchés comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, ça a peut-être moins d'intérêt. Je sais pas, c'est une explication que je lance comme ça, mais... C'est juste une fait d'avoir un site dédié pour ces pays, parce qu'ils le livrent quand même, je veux dire. Bien sûr. En 24 heures, on a notre marchandise, mais au-delà de ça, vous avez toutes les offres premium qu'Amazon est en train de lancer, qui sont pas accessibles ni au Luxembourg. C'est plutôt le dématérialisé qui m'embête. Et quand on lance ce genre de produit comme Echo, on veut profiter de tout ce qui est streaming audio et éventuellement vidéo.
niveau d'Amazon. Et là, pour le coup, on est quand même assez bloqué. Donc des barrières géographiques. D'ailleurs, c'est une news qu'on ne va pas reprendre. On aurait pu prendre aujourd'hui, mais on va brièvement en parler. C'est qu'effectivement, il y a une loi qui est en train de passer pour justement clarifier un peu le géoblocage, tout ce qui est envoi de marchandises, mais aussi marchandises dématérialisées. Et d'ailleurs, ça a été bloqué par le Luxembourg et par l'Autriche, entre autres, parce que ça ne va pas assez loin. Oui. Donc là, on est en plein dedans. Donc voilà, on est dans l'ère de l'Europe et on a quand même des frontières, alors qu'en 5 minutes, on a passé la frontière d'un pays à l'autre. On avait d'ailleurs évoqué en tout cas cette actualité-là, comme tu en parles, on peut le relancer, mais on avait déjà évoqué cette actualité ici dans les technos, mais s'agissant des contenus liés par exemple aux télévisions, enfin aux droits d'auteur, etc., au géoblocage de ces streams des uns et des autres qui empêchent un petit peu, on avait parlé de ça au sujet de l'IPTV par exemple, qui empêchent un peu certains développements et qu'il y a une attente de la part du public, les gens qui sont même prêts à mettre des sous, à mettre la main à la poche pour pouvoir avoir accès à ces contenus. Il serait peut-être temps de débloquer quelque chose. On peut passer peut-être à la lettre B. B comme batterie. On va parler musique. Non, je déconne. Bruno, c'est de nouveau à toi. On va parler d'une nouvelle batterie qui se charge en quelques secondes à peine. Oui, effectivement. Donc, batterie, on l'utilise un peu partout. Dans tous nos petits gadgets, il y a des batteries, mais aussi dans les véhicules électriques, mon petit dada. Donc, si on va perfectionner l'un, on va perfectionner les autres, bien entendu. Mais là, il y a donc l'Université de Floride centrale, l'University of Central Florida aux États-Unis, qui est en train de mettre en point. On est encore loin de la commercialisation de cette nouvelle technologie de batterie, mais ils ont mis en point des super condensateurs flexibles, apparemment. Qui ont une durée de vie 20 fois supérieure aux batteries lithium qu'on a en ce moment. Pour rappel, les batteries lithium ont à peu près une durée de vie entre 1000 et 1500 cycles. Un cycle étant le fait de décharger complètement une batterie et de la recharger complètement. Si on la recharge on la décharge à moitié, on la recharge, c'est un demi-cycle qui part, plus ou moins. Donc là, on serait bien au-dessus, donc 30 000 cycles, donc ce qui donne une durée de vie vraiment énorme. Et surtout, ça se rechargerait en quelques secondes. Donc imaginez, vous mettez votre téléphone à charger 1 minute, voyons large, 1 minute, et vous tenez toute une semaine, ça serait quand même royal, non? Ça, c'est quand même le pied. Mais bon, moi, je pense que c'est de l'ordre de l'imaginaire pour l'instant. Hein. C'est encore de la science-fiction, quelque part. Non, il y a plusieurs projets quand même qui ont montré... Voilà. C'est le grand enjeu technologique mobile. À produire et que c'est pas... Voilà, la technologie existe. Après, elle est encore chère à produire. Le stockage de l'énergie, c'est ce qui va tout révolutionner. Hein, que ce soit en véhicule mobile, ton domaine, Bruno, ou que ce soit tout ce qui est device mobile, et qui deviendrait du coup mobile, parce que c'est vrai qu'on a ce fil à la patte, il y a plein de trucs qu'on pourrait utiliser si on avait les batteries, mais qu'on n'utilise pas en dehors de chez soi ou en dehors du... Et pour ceux qui voient l'image, en plus, la batterie est toute petite, donc... Oui, c'est ça. Enfin, là, c'est prototype, c'est fait aussi pour un peu impressionner, quoi. Hein. Faut pas oublier que on parle toujours de cellules, donc c'est la base. Et même dans les Tesla, qui embarquent les plus grandes batteries qu'on connaît dans les objets mobiles, on va dire. On va dire que Tesla est un objet mobile. Oui, ce n'est qu'une accumulation de petites cellules qu'on retrouve à l'échelle de nos GSM. Comme les piles. Donc voilà, c'est des petites piles, effectivement. Donc cylindrique généralement. Et là, vu ce qu'ils ont montré, c'est plutôt quelque chose de plat. Donc qui permettra un peu de mieux disposer les cellules suivant les formes qu'on a de nos jours dans nos appareils. Pour vous dire, si vous n'avez pas l'image, ça ressemble un petit peu à un film. Oui, c'est ça. J'aurais dit une carte SIM. Oui, une carte SIM, mais c'est souple comme une pellicule de film, et c'est à peu près le format d'un format de film. Évidemment, cette petite cellule-là ne délivre peut-être que quelques milliampères. Soyons clairs, il en faudrait beaucoup plus, on l'imagine, pour arriver à fournir l'énergie désirée. À suivre, évidemment, celle-là et plein d'autres au sujet des batteries du futur. On passe à la lettre H. H comme holoportation ou
portation ou HoloLens, parce que HoloLens n'est pas étranger à cette application dont tu vas nous parler, Xavier. Effectivement, c'est le département Microsoft Research, qui est le département R&D de Microsoft, qui travaille sur ce projet, donc Holoportation. En gros, c'est un projet qui permet à des personnes de voir un hologramme et de converser, échanger avec une personne, un petit peu comme on le ferait avec Skype, sauf qu'on a la personne en face de soi, sous forme d'un hologramme. Comment on le ferait avec un Jedi, par exemple, hein? Par exemple, c'est une image. Et effectivement, c'est lié à HoloLens, puisque il faut utiliser le casque HoloLens de Microsoft pour pouvoir voir ça. Ceci dit, a priori, le système serait également compatible avec HTC Vive. Et donc, pour ceux qui ne s'imaginent pas très bien, mais vous avez en fait des capteurs qui sont intégrés, des caméras qui sont intégrées un peu dans les différents coins de la pièce et qui permettent de reproduire un hologramme visible via les lunettes. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ici? C'est parce qu'ils ont réussi à rendre cette technologie mobile. Alors, quand on dit mobile, c'est simplement qu'ils ont réussi à mettre ça dans une voiture et faire en sorte que la personne qui est en voiture puisse converser avec d'autres personnes qui sont dans leur salon, par exemple, comme si il était dans la pièce. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, pour arriver à faire ça, ils travaillent toujours avec un réseau Wi-Fi, donc il devait être dans un réseau très limité, mais ils ont dû atteindre des débits. En fait, ils ont dû réduire les débits de l'ordre de 30 à 50 mégabits par seconde, ce qu'ils ont pu faire grâce à une nouvelle technologie de compression. On n'en sait pas beaucoup plus, mais pour vous donner une idée, ils ont réduit la bande passante de 97%. Pour arriver à faire ça. Mal, donc technologiquement, c'est quand même... Parce que c'est des gros débits qui sont nécessaires pour, on l'imagine, transporter cette image holographique dans des conditions de perception pour celui qui le reçoit optimum. Parce que c'est une espèce de super Skype, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et quand on sait que pour avoir une image de qualité HD avec Skype, il faut, je pense, entre 1500 et 1500 kilobits et 2 mégabits de bande passante, on imagine que, là, avec 3 caméras, plus le son, évidemment, il y a quand même beaucoup d'informations à transporter. Et donc, voilà, c'est la démonstration est intéressante, mais c'est pas du tout un aboutissement. C'est juste pour dire on est capable de le faire. Tout à fait. Et dans la voiture, pour ceux qui iront voir un peu l'image, l'hologramme n'est pas parfait parce qu'ils utilisent 2 caméras et ils précisent qu'au plus il y a de caméras, évidemment, au plus la définition de l'hologramme... au plus la bande passante va être dégradée. Voilà. Mais c'est intéressant à voir. Et puis, finalement, c'est vrai que ça rapproche les gens, même sans les rapprocher. C'est sûr qu'on verra ça un jour dans les salons, technos, peut-être. On pourra discuter comme si on était dans la même pièce. Dans les technos, peut-être. Hein. Tu seras loin et moi, je serai toujours ici. On aura tous des lunettes. Et on aura toujours tous des casques sur la tête. Ouais, pourquoi pas. Allez, on passe à la lettre M. M comme manga. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup manga dans ce podcast. Et c'est depuis l'arrivée de Bruno, on explore comme ça des nouveaux sujets. C'est ça qui est bien quand on a un nouveau chroniqueur qui rentre dans l'équipe, même si ça fait un moment maintenant que Bruno est avec nous. Mais il s'adapte et il se lâche. Il y en a qui sont déçus de ne pas voir sa femme quand même aujourd'hui. Oui, mais ça viendra. N'ayez crainte, ça arrivera. Mais là, dans l'immédiat, Bruno va nous parler du radar Dragon Ball, disponible à la commande. Il faut que tu nous rappelles de quoi il s'agit. Tout le monde n'a pas été bercé, on va dire, à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball, c'est la première série, c'était en 1984. Voilà. Oui, je pense que quand même la plupart des auditeurs l'ont vu passer. C'est vrai. Oui, mais donc dans Dragon Ball, l'idée de la trame de l'histoire, c'était en fait de trouver des boules magiques et trouver le dragon à la fin qui va exaucer tes vœux. Voilà. Heureusement que Sébastien n'est pas là. Il y a Seb qui est en train de réagir. Mais quand on entend parler de boules magiques, c'est Enfin bref. Voilà. On va parler à sa place. Et donc, ils ont rebondi un petit peu, les concepteurs de la série ont rebondi un peu sur le succès de Pokémon Go. Oui. Ils vont sortir un petit radar donc de poche qui fonctionne lui bel et bien, qui va en fait, à l'aide de capteurs, donc être géolocalisé avec un petit
petit écran LED permettra en fait de trouver ces boules de dragon virtuelles. Et une fois qu'on a trouvé les 7, on aura droit à quelque chose. Certainement pas à exaucer ses vœux, ça c'est clair. Donc c'est en précommande, sortie prévue janvier de l'année prochaine, pour le prix de 10 800 yens. Donc c'est à peu près 85 euros, voire 90 euros. Voilà, c'est juste une petite brève sur les fans de manga. C'est pour les fans. Hein, si vous vous rappelez du Radar, ça ressemblait à une montre à gousset électronique. En gros, ça ressemblait un peu à ça. Donc voilà, affaire à suivre. Hein, si ça vous branche, ça arrive un peu tard. Janvier pour les fêtes, ça va être un peu juste, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pour les fêtes. Ce sera pour après les fêtes, on va dire. Ce sera pour Pâques. On passe à la lettre O. O comme orange. Mais qui a volé l'orange? Xavier? C'est Mobistar. C'est orange. ça va mal. Xavier, exactement. On va parler de Orange, mais Orange en Belgique. Soyons précis sur ce coup-là. Voilà. Puisque Orange améliore son quota pour une connexion Internet en 4G dans certaines conditions qu'on va préciser maintenant, Xavier. Effectivement. Donc c'est pour une utilisation domestique. Donc c'est-à-dire que c'est pour remplacer votre connexion ADSL par exemple. L'avantage, c'est que c'est une solution qui va permettre d'être mobile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la prendre et la déplacer, par exemple si on a une seconde résidence quand on part en week-end, ou pour les étudiants qui ont un COT, quand ils passent de chez eux au COT, ça peut être pratique. Ouais. Donc c'est une solution qui va travailler sur la 4G, donc elle est obligatoirement liée à un modem qui est un modem fabriqué par TP-Link, donc vous ne pourrez pas utiliser cette solution, en tout cas c'est ce qui semble être le cas avec votre GSM, donc c'est vraiment destiné à une utilisation à la maison. Et ça va vous permettre d'atteindre un débit de l'ordre de 50 mégabits par seconde. Donc c'est quand même déjà une belle connexion. Et tout ça pour une option qui coûte 5 euros en surplus de l'abonnement de base qui est de 15 euros pour 15 gigas. Donc vous allez avoir pour ces 5 euros supplémentaires, donc ça va vous faire un abonnement de 20 euros. Vous allez avoir un abonnement qui passe de 15 gigas à 30 gigas de download possible. Mais il y a une petite astuce, si vous voulez avoir 100 gigas supplémentaires, vous pouvez programmer vos téléchargements lourds pendant la nuit. Par exemple. Et là, vous passez sur un quota de 100 gigas. D'accord. Donc, au total... Donc, il y a une distinction entre le quota, un peu comme le compteur électrique jour-nuit. Il y a pour utiliser les heures creuses, donc on imagine là où le réseau sera le moins utilisé, quoique ça peut très vite changer, pour ainsi faciliter le téléchargement. Voilà, donc il faut privilégier le téléchargement de nuit. Ouais. À ce moment-là, vous avez un quota qui peut atteindre 130 gigas. Et alors, il précise aussi que même si vous dépassez le quota, vous allez avoir toujours une connectivité possible, mais à un débit qui est vraiment ridicule. Oui, je pense qu'on est à 250K. D'accord. C'est comme si on vous faisait passer, pour de nouveau prendre l'image de l'électricité, quand vous n'avez plus de sous, on vous fait passer à 2 ampères. Hein, c'est un peu ça l'idée. Et donc, je trouve que c'est une solution sympa, surtout pour les gens qui ont une connexion vraiment mauvaise dans leur quartier et autres, et qui téléchargent pas forcément beaucoup, mais qui veulent juste avoir pour relever ses mails, gratuit, surfer sur Internet. Gratuit, rapide. Ouais. Et donc, pour rappel, il s'agit de l'option de Orange. Vous devez prendre l'abonnement attendez que je me rappelle le nom exact. Sinon, on mettra le lien de toute façon. Oui, donc j'ai plus le nom en tête, mais c'est une option Double Boost. Je crois que c'est Internet at Home ou Easy Internet, voilà, pardon. C'est ça. Easy Internet Home, et vous prenez l'option Double Boost. Donc c'est 15 euros par mois plus 5 euros pour l'option Double Boost. J'avais vu cette information, j'ai passé la parole j'ai vu son doigt se lever, donc Bruno, ne t'inquiète pas, je reviens vers toi dans un instant, mais j'avais passé cette information et ça me rappelait qu'on avait évoqué ici même avec les technos l'avenir de l'Internet domestique qui passerait peut-être plus par le fil dans le mur, la DSL ou le câble ou même la fibre, en tout cas pour le particulier, et qui, pour des raisons économiques essentiellement, passerait sur ce modèle-là, sur un modèle sans fil, portable en plus, hein, puisque tu l'as dit, on peut partir en vacances avec si on reste dans le territoire, dans la zone de couverture, ça peut fonctionner. Pour l'étudiant qui a un code, qui va ramener sa connexion à la maison. Enfin voilà, pour plein de raisons, plein de bonnes raisons en plus. Et il semblerait effectivement que les développements se fassent plus dans ce domaine-là que sur la fibre ou sur pour la les DSL. Opérateurs, ça a du sens puisqu'il y a moins de travaux de voirie, les communes sont moins, les voisins sont moins gênés. Et puis on a peut-être une limite aussi. Ça permet aussi de déployer ça dans des régions plus facilement,
c'est plus facilement atteignable et moins coûteux pour développer ça dans des régions un peu moins peuplées. Peut-être qu'il y a des limites techniques également liées à la DSL, à la technologie qui toujours fonctionne sur 2 paires de fils. Et dans certains immeubles, c'est des paires de fils qui n'ont pas changé depuis les années 70. Donc, il y a certainement des limitations de ce côté-là aussi. Il y a pas mal eu d'évolutions dans ce sens-là. Également au Luxembourg, tu me disais, Bruno. C'est ce que toi, tu utilises, par exemple, dans un de tes commerces, mais pas uniquement. Tu peux nous expliquer comment ça marche ? Oui, en fait, effectivement, on est confronté parfois à des problèmes techniques pour installer une ligne filaire, que ce soit la fibre ou que ce soit autre chose, effectivement, quand tu es dans un grand immeuble, etc. Donc, parfois, pour des raisons de facilité, on opte pour ce genre de solution-là. Au Luxembourg, ça existe aussi, sur d'autres opérateurs, à peu près aux mêmes conditions. Mais moi, ça me rappelle surtout au début des réseaux téléphoniques portables, ou des pays qui étaient vraiment à la traîne, comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal, parce que ça coûtait très cher d'amener le câble jusqu'à une maison pour avoir le téléphone. Et du jour au lendemain, ça a explosé et tout le monde avait un téléphone portable pour téléphoner, pas pour surfer. Et si les bandes passantes utiles et les volumes sont concurrentiels, ce qui semble être le cas, puisque tu parlais par exemple chez toi, c'est quoi du 150 mégabits en voie montante et descendante, donc c'est du synchrone. Voilà, en descendant de 150 mégabits, en montant 50 mégabits avec aussi une limite qui est à 100 gigas, mais qui peut être dépassée pour comme des tarifs à peu près similaires. Et c'est tout à fait stable et tout à fait utilisable. Après, moi, j'avais juste une petite remarque par rapport aux tarifs différentiels entre jour et nuit. Moi, je pose juste la question, mais la nuit, qu'est-ce que les étudiants ils vont télécharger? Je ne sais pas. C'est une question à leur poser, mais à mon avis, il y a des choses à télécharger la nuit. Ça me revient maintenant. Il y avait une technologie qui avait été importée des États-Unis, en tout cas à Bruxelles, et je sais sur certaines villes françaises également, mais je ne sais plus lesquelles. C'était la technologie WiMAX, qui était un développement du Wi-Fi et qui fonctionnait moyen, si je serais tenté de dire, qui aurait pu, très honnêtement, enfin, c'était prometteur dans l'acceptation du fait d'avoir quelque chose de portatif et de pouvoir le déplacer de la maison à un pied-à-terre ou même à l'hôtel ou des choses du genre à partir du moment où vous avez accès au réseau. Pourquoi pas, finalement. Mais là, c'était un petit peu compliqué. Il fallait le mettre près de la fenêtre, l'orienter d'une certaine manière. On voyait des petites LED qui s'affichaient, on n'avait pas toujours le réseau. Problème de couverture, etc. Ici, ça semble être beaucoup plus performant. On dépend de la couverture 4G. Voilà, et qui elle, bénéficie des développements liés à la téléphonie mobile. Donc, on imagine ça très bien également dans l'avenir en 5G, où là, ça va vraiment exploser tous les quotas de bandes passantes imaginables. Et donc, il n'y aura plus vraiment de raison d'avoir des fils dans le mur. Sauf dans certains cas, évidemment. Pour les réseaux locaux, éventuellement. Pour les réseaux locaux, pour les grandes entreprises, et des choses comme ça, c'est clair que la fibre, là, par contre, pourrait prendre avantageusement le relais. On peut passer à la lettre P comme... piratage. Oula. Piratage, Bruno, avec d'abord une annonce, on va dire. C'est la fermeture d'un site un petit peu illustre en France, qui s'appelle Zone Téléchargement. C'est un vieux site. Je ne savais même pas qu'il existait encore, moi, ce site. Oui, et c'est justement ce que vont télécharger les étudiants à la nuit. Peut-être. Voilà. Donc là, ils pourront plus le faire, ou quoique. La gendarmerie nationale, suite à une plainte de la SACEM, ont fermé ce site de téléchargement, donc Zone Téléchargement. Ouais. Ça, c'était l'annonce ce matin. Exactement. Et cet après-midi, en relisant les news, j'ai vu que le site refonctionnait. Donc, ils ont déjà, en une demi-journée, bougé le site d'endroit et il refonctionne. Le propriétaire le propriétaire semble quand même avoir les bracelets. Ils l'ont trouvé, etc. Enfin, apparemment, il n'était pas seul dans l'histoire. Et donc, voilà. Mais apparemment, c'était une espèce d'enquête qui a duré assez longtemps, avec différentes plaintes, etc. Et c'était un de ces fameux sites qui proposait au téléchargement de la musique, des films et toutes sortes d'applications piratées et autres. On a déjà entendu une histoire similaire avec de Pirate Bay, par exemple. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. C'est un peu à une autre échelle, soyons clairs, le Pirate Bay français, mais c'est un vieux site. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont arrêté pour faute de goût, parce que le site est vraiment très très moche. Ça devrait être interdit en 2016 de faire des sites aussi moches. Je pense que son design n'a pas évolué depuis les années 90. Ok, ça c'est un événement, on va dire, dans le Ternet de chez nous, de la France et de la Belgique aussi. Xavier, des hackers, par contre, eux, se sont attaqués au voyage en proposant des voyages gratuits et pas
sur n'importe quel. Voilà, en fait, des voyages gratuits, c'est un grand mot, mais c'est des pirates qui ont démontré. Enfin, c'est une société plutôt qui a proposé de démontrer qu'il était possible de voler des Tesla en piratant l'application qui était justement censée permettre de sécuriser la Tesla en fermant les portes et les fenêtres. Donc, la société a montré qu'en fait, il était possible de pirater la voiture en faisant une petite astuce. Donc il faut quand même avoir un accès d'une manière ou d'une autre. Les personnes vont devoir se connecter à un Wi-Fi gratuit. Donc l'exemple qu'ils prennent, c'est par exemple vous êtes à côté d'un fast-food, on vous dit qu'il y a un hamburger gratuit si vous vous connectez à tel site, vous vous connectez, vous téléchargez l'application qui va bien, et du coup via un malware, votre application Tesla va être accessible et donc le pirate va pouvoir géolocaliser votre voiture puisque avec l'application il peut la géolocaliser et du coup ensuite accéder au véhicule. Et donc la faille ici n'est pas vraiment chez Tesla, c'est plutôt une faille de sécurité dans les App Store ou Play Store puisque en fait on va permettre un téléchargement d'applications tierces souvent. Donc il faut être plutôt dans le monde Android du coup. Voilà, donc c'est surtout dans le monde Android ici. Il faut être vigilant à ce qu'on télécharge, ne pas télécharger des applications qui ne sont pas de source fiable. Ça vous évitera déjà beaucoup de... déjà dit, les soucis qui peuvent être liés, Tesla c'est une voiture connectée, c'est même un objet connecté roulant, on serait tenté de dire, donc piratable par définition. Ça, on l'a déjà dit et répété, ce qui ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et de la Tesla au transport public, il ne semble y avoir qu'un seul pas, puisque là aussi, quelqu'un a trouvé le moyen de rendre le transport en commun public à San Francisco, Bruno. Oui, donc juste à côté de Tesla, effectivement, c'est le réseau de transport en commun de San Francisco carrément qui a été victime d'un ransomware. Et il y a pas moins, et c'était le 25 novembre, un vendredi, Black Friday, il y a eu pas moins de 2000 ordinateurs qui sont reliés au système de paiement des transports en commun de la ville, qui ont été impactés par ça. Ils réclamaient, ceux qui avaient fait le hack réclamaient 100 bitcoins pour reprendre le contrôle. Ils ont tout simplement été forcés, la société de transport en commun, de forcer la gratuité des transports en commun pendant quelques heures. Donc en fait, on s'est déplacé à San Francisco gratuitement grâce à ce hack. Mais bon, voilà, on est vraiment victime de ces failles de sécurité de nos jours, et c'est à se poser des questions si ça va jusqu'au point à impacter des systèmes aussi importants, des véhicules, des systèmes de contrôle de paiement. Est-ce qu'on est vraiment en sécurité? Parce que de là, prendre le contrôle par la suite sur des systèmes de contrôle de pilotage de train, etc. Donc voilà. Ce genre de choses, c'était il y a 10 ou 15 ans, de l'ordre de la science-fiction, c'est le genre de choses qu'on voyait dans les films. Le piratage des feux de signalisation, par exemple. Il y a des jeux de société qui surfent sur la vague. C'est ça. Oui, tout à fait. Watch Dogs, si je me souviens. Ça fait partie de l'imagerie de l'Internet et du piratage de l'Internet. Cette idée de pirater des hôpitaux, des centrales nucléaires, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très sécurisées, et puis il y en a d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins, parce que plus anciennes aussi, avec des technologies peut-être un petit peu dépassées qui n'ont pas été nécessairement renouvelées, parce que c'est pas c'est comme ça, chaque entreprise voit un petit peu ses développements au fur et à mesure, et l'un dans l'autre, ça crée des failles de sécurité qui peuvent être totalement dommageables économiquement et pour la sécurité des gens. Là, on pourrait franchement s'inquiéter sans pour autant... on va pas non plus parano. Je crois qu'il faut pas être parano, il faut juste être prudent à ce qu'on fait. Enfin là, c'est difficile d'être prudent quand on ne sait pas faire grand-chose, quoi. T'as beau être prudent à un moment donné. On passe à la lettre T. T comme Twitter, avec une actu qui date de la semaine dernière, mais on l'avait pas développée la semaine passée parce qu'on était sur notre numéro 100. Et donc, mais c'était tombé juste au moment où on préparait le 100e épisode, et donc plutôt que de ne pas mal le développer, on a préféré attendre cette semaine. C'est ce compte Twitter bloqué, pas le compte de n'importe qui. Dans voilà, donc en fait, il y a une personnalité qui a eu son compte supprimé. Ce n'est autre que Jack Dorsey, cofondateur et CEO de Twitter. Donc on vous disait que ça allait mal chez Twitter. il a son
compte qui a été supprimé. Alors il y a des bruits qui courent, c'est pas vraiment confirmé que c'est suite à des suppressions de comptes qui étaient liés à des comptes un petit peu pour le white supremacy. Donc voilà, ce serait une erreur suite au nettoyage de certains comptes. Pour la petite histoire, il avait près de 4 millions de followers sur son compte quand il a été supprimé. Quand il a été supprimé, on a eu très vite 150 followers au moment où il a annoncé que son compte avait été il en a rattrapé combien remis. Et puis, entre-temps, je veux dire, au moment de la news, il était déjà passé à près de 2 millions de followers. Et j'avoue que je n'ai pas regardé aujourd'hui à combien il en est. Mais donc voilà, en même temps, c'est pratique pour faire anecdotique. Pour faire le tri. Hein. Et ça fait peut-être un peu le buzz aussi par les Twitter. Parce que sur les 5 millions de followers, combien étaient encore actifs ? C'est ce qu'on va voir. On va voir si Twitter est vraiment efficace à ce niveau-là. Enfin, c'est quand même marrant que ce soit le CEO de la boîte qui se fasse éjecter, quoi. C'est très léger quand même comme manière de faire. Oui, effectivement. Ça doit pas aider. Mais voilà, il est nouveau. Je regarde pendant qu'on en parle, il est à près de 4 millions d'abonnés nouveaux. Donc finalement, si ça se trouve, il va peut-être en avoir plus. Des mieux, des meilleurs, de bons followers. Bon. Allez, on passe à la lettre V comme vie privée. Dites, qu'est-ce qu'on avance vite ? Vie privée, Xavier, on va parler d'un site qui propose de nettoyer le web de notre présence. Exactement. Donc en fait, si vous en avez marre d'être présent sur le web, ou en tout cas sur une bonne partie du web, vous avez une application, un site web plutôt, qui vous permet de nettoyer votre existence, c'est-à-dire de parcourir le web et de supprimer... C'est le site préféré de Donald Trump. Je crois. Et de sa femme. Et peut-être. En fait, le principe est simple. Vous allez vous enregistrer sur le site qui s'appelle Deseat.me, donc deseat.me. Ce site va vous demander de vous enregistrer avec votre compte Google qui sert pour beaucoup de monde à s'enregistrer ou à donner accès à tout un tas d'applications. Et il va parcourir les applications les unes après les autres et vous demander si vous voulez supprimer ce compte et tout le contenu. Oui. Donc c'est un moyen assez efficace. Ou pire, vous envoyez vers la procédure des inscriptions, c'est les propres sites ou bien... Voilà, donc ça marche pour Evernote, Facebook, Dribble. Partout, vous êtes connecté avec votre compte Google, quoi. Voilà, il y a vraiment il y a d'autres solutions qui existent, mais voilà, ça c'est un site qui permet... Mais en fait, ils ont centralisé. Enfin, c'est plutôt malin. Ils vont repérer, j'imagine, partout, sur tous les sites où tu as un compte, et puis de là, ils passent directement à la page de désinscription. L'avantage aussi, c'est qu'on peut choisir quand même les applications desquelles on veut être supprimé. On va non plus mourir. On va supprimer son compte d'Internet. Bon, il ne faut pas rêver, ça ne parcourt pas tout le web. Bien sûr. Et puis, c'est lié au compte que vous renseignez. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs comptes différents. Je pense que pour ceux qui s'inscrivent de manière un peu maladive sur tout ce qu'ils trouvent, dès qu'ils voient un site, pouf, ils s'inscrivent, machin, un peu à la va-vite, et puis après, ils oublient qu'ils sont connectés. Pour faire une fois un beau ménage, un beau tri, c'est peut-être pas totalement inutile. Oui, Bruno. Est-ce que c'est limité au compte Google donc je pense que c'est lié au compte Google. Oui, je pense aussi. D'après ce que j'ai vu, oui. Alors, si je me trompe, il faudra me corriger. Mais actuellement, ils demandent bien de s'enregistrer avec le compte Google et que c'est dans les explications, c'est ça qu'on voit. Mais c'est peut-être amené à évoluer, par exemple, avec le compte Twitter ou un compte GitHub ou ce genre de choses. Oui, ou avec... en fait, c'est lié à ton adresse mail. Donc, c'est essentiellement les gens qui ont un compte Gmail, j'imagine, qui peuvent... un compte Gmail ou qui ont simplement utilisé l'outil de connexion lié au compte Google, si vous avez une page Google+. Peut-être, des choses comme ça. C'est vrai que de plus en plus de sites demandent, on peut se connecter soit avec Facebook, soit des fois avec Twitter, et là, il s'agit de Google. Donc j'imagine que ça concerne quand même quelques personnes, quoi. Mais bon, si vous êtes inscrit de manière moins automatisée, on va dire, avec un compte complètement différent, là, par contre, ça va coincer. Oui, je pense qu'ici, il se base même pas que sur le compte, mais sur l'adresse mail, parce qu'on peut très bien ne pas s'enregistrer avec Google, mais avoir une adresse Google. Oui, ou avoir une adresse et avoir un compte Google, sans pas nécessairement Gmail. Ok, bon, ben voilà, c'est une des solutions exposées, Bruno.
Après, il faudra se désinscrire de ce site-là. Oui, voilà, exactement. Moi, j'allais demander, est-ce que c'est récursif? Est-ce qu'on peut se désinscrire du site même? Oui, mais pour ça, il faut aller sur un autre site. Alors, on va vous donner l'adresse. Ça va être compliqué. C'est la récursivité croisée. Oui, c'est ça. Pour tester, vous pouvez vous inscrire sur notre site. Oui. Par contre, il ne dit pas si tu te désinscris de Google. Ce qui te coupe complètement du monde. Écoutez, ce numéro, il avance vite. Et bien, parce qu'il y a quand même de l'actu, l'air de rien, hein, même si on enregistre un petit peu plus tôt, vous l'avez remarqué, et donc il y a certainement des choses dont on n'aura pas parlé quand vous allez nous écouter jeudi ou vendredi. On se rattrapera, bien entendu, la semaine prochaine sur le 102e épisode avec le restant de l'équipe, mais on n'a pas fini tout à fait. Oui, d'ailleurs, ils vont vous faire un numéro blindé. Oui, ça va être un peu plus chargé. Et on n'a pas totalement terminé, il reste une lettre quand même. La lettre... Laquelle Bah oui, le what the fuck. Bruno, c'est à toi de te coller au what the fuck de cette semaine, si j'ose dire. On va encore une fois parler de Microsoft, et pas nécessairement en bien, parce que là, franchement, il fallait quand même oser. Je ne sais pas qui a eu cette initiative malheureuse, mais tu vas nous expliquer d'ailleurs l'initiative en question. Je pense qu'ils ont besoin d'argent, je sais pas, ils ont besoin de faire les news. Bon, on a tous joué à Solitaire, oui. Tout le monde connaît. Il y a pas mal de clones. Bah, après, c'est un jeu très commun. Un jeu de cartes, classique. Un jeu de cartes où on doit faire une série. Hein. Moi, je pense que. Quelle est la secrétaire qui n'a pas joué à ça jeu. C'était la raison de peu de productivité depuis des années et des années. Sûrement. Depuis 1990, en fait, lors de la sortie de Windows 3.0. C'était sur 3.1. C'était déjà sur le 3.0, c'était pas sur le 3.0 déjà, oui, 3.0 déjà. Pas sur le 3.1 que la plupart d'entre nous a utilisé pour la première fois Windows. Et ils ont sorti maintenant donc une version de Solitaire améliorée. Donc il y a un pack avec beaucoup de variantes sur Android et sur iOS. Donc ce qui est what the fuck. C'est le fait que ce n'est pas gratuit, ou du moins, c'est gratuit pendant 30 jours. Et puis après, quand t'es accro, c'est ça. Oui, mais être accro au Solitaire, d'accord, mais il y a tellement de variantes gratuites. Mais là, il faudra débourser $1,49 par mois. C'est pas donné en plus. D'abonnement. C'est un abonnement. Il y a un abonnement. Ou alors $10 par an. Donc, on accepte des publicités. Avoir des publicités pour jouer à Solitaire, on prend toute autre version de Solitaire pour y jouer. Mais c'est très bas de la part de Microsoft. Faut pas oublier qu'à la base de Solitaire était un stagiaire chez Microsoft qui l'avait développé pour démystifier justement le système d'exploitation à l'époque. Très peu utilisé, hein, bien entendu. Et voilà. Donc, un stagiaire fait un produit commercial après 30 ans après. Mais si les bénéfices pouvaient être reversés à une œuvre, par exemple, tu vois, ou enfin que ça ait un sens, surtout en période de fin d'année, les mouvements caritatifs existent, enfin les actions caritatives sont légion. Je trouverais ça tout à fait honorable, très honnêtement, parce que tout le monde a besoin d'un Solitaire dans sa poche quelque part. Mais et puis si c'est quelques euros, ça et que ça peut servir à quelqu'un. Mais là, franchement, il s'amuse très bien en solitaire. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, et ça lui coûte rien. $1. Oui, enfin. Plus un kit de 250. Ça doit être ça. Tu voulais rajouter un truc? C'était ça? Oui, non, mais pour être un peu sérieux, une des raisons pour lesquelles Microsoft a mis les jeux comme le Solitaire ou des mineurs à l'époque, c'est en fait aussi pour apprendre aux gens l'utilisation de la souris. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, dans le Solitaire, vous avez le glisser-déposer qui est très fort utilisé, et dans le démineur, on a beaucoup de clics, double-clics. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi le jeu est présent sur les versions Windows. C'était ludique et initiatique en même temps, et c'était bien vu d'ailleurs. Et là maintenant, ça va être, ils vont gagner de l'argent maintenant. Enfin. Non, mais c'est quand même fou. Quand je pense qu'il y a même des Tetris gratuits aujourd'hui, qu'on peut, enfin des copies, hein, mais. D'ailleurs, j'ai vu un chouette projet. Tu parles de Tetris. C'est une petite parenthèse, c'était pas prévu. Non. Mais j'ai vu un projet sympa pour faire un Tetris sur une bibliothèque. Donc en gros, vous avez votre bibliothèque qui est déposée, qui est divisée en cases. En cases, Et ils ont avec un jeu de LED fait illuminer chacune des cases de couleurs différentes. Et ils ont réussi à faire un jeu Tetris avec une bibliothèque
bibliothèque. Donc en gros, vous avez les pièces qui ont des couleurs différentes, vous vous déplacez de case en case avec un Tetris, vous jouez au Tetris sur votre bibliothèque. En fait. C'est vraiment sympa. Il y a des jeux comme ça qui ne vieillissent pas. Tetris qui avait été développé en BASIC, si je me rappelle bien, par un développeur russe, un jeune développeur russe de 15 ans ou 16 ans. On a tous la musique en tête. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai joué ça à l'armée. Moi. C'est vous dire, ça ne remonte pas à hier. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question des technologies, en tout cas de cette courte semaine pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Bruno. Oui, c'était le 101 des news informatiques. Tout à fait, exactement. Merci Bruno, merci également Xavier. On se retrouvera évidemment très prochainement pour un 102e épisode et bien entendu toujours des hors-séries. N'hésitez pas à les commenter, à les partager également parce que plus on est de fous, plus on rit. Et nous, ça nous fait bien plaisir de rigoler avec vous et d'échanger également quelques informations de temps en temps, par exemple comme ici. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Ciao.